Hey, bonjour et bienvenue dans cette audio vidéo, voilà, dans un format spécial. En fait, on va continuer à parler du complexe d'infériorité. On va voir la deuxième partie. Dans la toute première vidéo que tu vois apparaître juste à droite de l'écran, si tu l'as pas encore regardé, prends le temps de la regarder, mais on avait vu qu'est-ce que c'est, on a défini le complexe d'infériorité, on a vu comment ça se manifeste et puis les armures qu'on a tendance à porter quand on est dans un complexe d'infériorité. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment se débarrasser de cette armure, comment arrêter de la traîner avec soi et de s'alourdir avec un sentiment d'infériorité qui fait qu'on se dévalorise tout le temps et qu'on se sent toujours moins bien que tout le monde, ou alors qu'on compense en faisant beaucoup trop, en étant beaucoup trop perfectionniste, ou alors qu'on se coupe tout simplement des autres, ok? Donc on va voir dans cette vidéo comment se libérer du complexe d'infériorité et renforcer l'estime de soi à travers une série d'actions très pratique que je vais te proposer le long de cette audio. Prêt? C'est parti! Ok, parfait. Alors rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on se libère du complexe d'infériorité? Comment est-ce qu'on arrête de se sous-estimer, de se comparer sans cesse et puis de se faire du mal dans le processus? On va voir dans ce qui suit une série d'actions, de pistes que tu vas pouvoir tester et je t'invite vraiment à pratiquer. Donc prends des notes et puis aussi prévois-toi un moment dans la journée ou dans les semaines qui viennent pour pouvoir mettre en application ces pistes-là que je vais te partager. C'est vraiment important pour pouvoir aller au-delà de juste l'écoute passive de l'audio ou de la vidéo, mais de pouvoir finalement commencer à avoir des transformations. Ok, alors la première piste pour te libérer de ce sentiment d'infériorité, c'est d'apprendre à le repérer, c'est-à-dire de repérer les manifestations de ton complexe d'infériorité, de te prendre en flagrant délit, de pointer le doigt à chaque fois que tu es en train de te rabaisser, de te sous-estimer, de te sentir pas assez bien, d'avoir à chaque fois que cette honte de toi-même ressort, en fait, il faut que tu puisses la repérer, tu vois, il faut que tu puisses l'identifier. Souvent, on a appris à vivre avec, on a appris à trouver des stratagèmes et puis à trouver même des bénéfices en fait au complexe d'infériorité. Donc souvent, en fait, on refoule la souffrance, on se dit, ouais, enfin, on se dit même pas consciemment, mais on la refoule, le cerveau refoule la souffrance, on minimise, on rationalise, on évite, etc. Donc, la première chose pour te libérer de ton complexe d'infériorité, c'est de réaliser que tu en as. Tu vois, on en avait déjà parlé dans la première vidéo, mais là, vraiment, j'insiste dessus. Parce qu'en fait, ok, tu vis avec, tu te débrouilles avec ou malgré le sentiment d'infériorité, mais en fait, ce que tu réalises pas, c'est que ça te draine ton énergie et que ça te ralentit. Donc, tous les jours, apprends à repérer les situations déclencheurs. Apprends à repérer comment se manifeste cette armure de soumission, de compensation, de projection. Et autorise-toi, laisse-toi le temps de ressentir l'émotion qu'il y a derrière. Ça, c'est vraiment le point de départ. Et pour que ça marche, il faut que tu sois confronté justement à des situations challengeantes, stressantes. Autrement dit, pour que tu puisses combattre le monstre, il faut pouvoir le voir, n'est-ce pas? Si ton complexe d'infériorité reste juste une théorie dans ta tête ou un concept invisible, tu en seras toujours la victime et ça aura toujours beaucoup plus de pouvoir sur toi et donc tu auras toujours l'impression d'être impuissante en fait et de subir. Impuissante ou impuissant et de subir. Donc, ton action par rapport à cette première piste, c'est observe-toi. Donc, observe-toi et prends-toi en flagrant délit quotidiennement à chaque fois que tu te compares de façon en te sous-estimant. Tu vois, à chaque fois que tu te sens inférieur, remarque-le, note-le quelque part. Tu vois, mets-toi par exemple un moment dans la journée où tu rentres et tu revois toutes les situations, tous les moments clés de ta journée et puis où tu te poses la question, tiens, quelles étaient les situations là aujourd'hui qui m'ont mis mal à l'aise, à qui je me suis comparée,
en quoi je me suis comparée, sur quel point je me suis comparée. Qu'est-ce que je me reproche? Qu'est-ce que je pense que j'aurais dû mieux faire? Ou est-ce que peut-être je me culpabilise? Ou est-ce que je sens que j'ai pas... En fait, en général, toutes les situations qu'on évite, quand tu évites de regarder une situation, quand tu ne veux pas penser à quelque chose, c'est souvent là qu'il faut aller creuser. La deuxième étape pour te libérer du complexe d'infériorité, c'est de comprendre l'origine de ton histoire de vie personnelle. C'est important en fait de comprendre comment s'est cristallisé ton sentiment d'infériorité, quelle en a été l'origine, comment ça s'est construit en fait, comment tu en es arrivé à la conclusion que tu es inadéquat ou inadéquate. Comment tu en es arrivé à la conclusion qu'il te manque quelque chose? Parce que, je te le dis, aucun être humain ne naît inférieur, ça n'existe pas. La dévalorisation de soi, c'est une habitude que tu acquiers. Même si, quelque part, au fond, quand on ressent ça, on a l'impression que c'est la vérité vraie, mais ce n'est pas vrai. C'est une construction mentale, c'est une illusion. Et ça s'acquiert le long de ton chemin de vie. Et il y a une histoire derrière chaque sentiment d'infériorité. La question maintenant, c'est quelle est ton histoire? Quel a été l'enchaînement d'événements qui t'a conduit à la conclusion que tu n'es pas assez? Donc cette première étape est importante. Elle consiste à comprendre le schéma et la boucle inconsciente qui se joue dans ta tête et de la rendre consciente, de lui donner une forme, de lui donner, de la voir en fait justement. Et ça en fait c'est ce qu'on fait par exemple dans les psychothérapies, mais c'est aussi par exemple ce qu'on fait dans Happy Cure, dans la phase numéro 1 de Happy Cure. On prend le temps de repérer, de conscientiser ces schémas par rapport aux blessures du passé. Pour ce faire en fait, il faut repérer comment se manifeste ton passé dans ton présent. Et là, il s'agit de repérer le cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est quoi? Alors, au centre du cercle vicieux, il y a une conclusion. C'est une sorte de phrase, de mantra que l'on croit être vrai sur soi. Par exemple, je suis nulle. Alors ça, c'était la croyance centrale qu'avait Leslie, une cliente avec qui j'ai travaillé. Et elle avait cette croyance-là parce qu'elle n'a jamais pleinement rempli les attentes exigeantes qu'avaient ses parents envers elle. Et comme elle n'arrivait pas entièrement à répondre à toutes leurs attentes, elle en a conclu qu'elle n'était pas à la hauteur, qu'elle n'avait pas les qualités dont elle avait besoin pour réussir dans la vie et qu'elle partait avec un handicap. Donc ça, c'était ancré dans sa tête. Et cette croyance provoquait une sorte d'anxiété anticipatrice. Du coup, elle s'imaginait tout le temps le scénario catastrophe que tout allait s'effondrer à ses pieds si elle ne restait pas vigilante. Donc, quelque part, la voix de sa peur et de son anxiété disait tout le temps « Mais je vais tout rater, si je n'irai pas bien loin, il faut que je double d'efforts, si je fais rien, eh bien tout va s'effondrer, etc. » Et sa règle de conduite, c'était « Je dois en faire toujours plus, sinon je n'arriverai à rien. » Ça, c'était une sorte de mantra qu'elle se répétait tout le temps. C'était sa devise. Je dois toujours en faire plus, sinon j'arriverai à rien. Mais le cercle vicieux, en fait, c'était que quoi qu'elle fasse, l'interprétation de la réalité, l'interprétation et la façon dont elle percevait la réalité était tellement biaisée que ça venait toujours confirmer son sentiment qu'elle n'était pas assez. Par exemple, on lui demande de faire une présentation à son boulot. Ok ? Alors, elle est hyper perfectionniste, donc elle y passe son week-end, ses soirées, elle prépare, elle reprépare, elle relit sa copie 10 000 fois et puis vient le jour de la présentation, eh bien, soit elle ne vient pas parce qu'elle est malade, ok ? À ce moment-là, c'est une fuite, ok ? Soit elle le fait très très bien et tout se passe bien et tout le monde la félicite, tout le monde lui dit que c'est génial et ainsi de suite. Mais à ce moment-là, en fait, devinez ce qu'elle se raconte dans sa tête. Au lieu de se féliciter aussi et de reconnaître en fait qu'elle a fait du bon boulot, Leslie,
avait plutôt tendance à se dire « Ouf, j'y ai échappé belle, j'ai un peu de répit avant le prochain défi. » Vous imaginez? Donc elle reconnaissait même pas en fait, elle ne célébrait même pas ses réussites, elle ne les savourait pas. Et puis si jamais, par malheur, il lui arrivait de bafouer ou de dire un mot de travers ou d'avoir oublié une virgule ou un point quelque part, à ce moment-là, c'était la catastrophe parce qu'elle s'en voulait pendant des semaines et des semaines, parfois même des mois. Et ça, les 3 cas venaient toujours confirmer quoi qu'elle fasse. En fait, c'est ça le cercle vicieux, c'est quoi qu'elle fasse, ça venait toujours confirmer qu'elle était nulle dans le fond et qu'elle n'avait pas fait assez d'efforts. Donc ça, c'est le cercle vicieux. Et puis, il y avait aussi un bénéfice là-dedans. Je vous ai fait réfléchir dans la dernière vidéo au bénéfice. Quel est le bénéfice de garder le sentiment de ne pas être à la hauteur? Et puis, du coup, là, pour Leslie, le bénéfice était clair en fait. Parce que se sentir inférieur, ça a toujours été son moteur pour réussir dans la vie et pour prouver sa valeur. C'est grâce à ça qu'elle brillait, qu'elle était respectée au boulot, qu'elle gravissait les échelons, qu'elle avait des évolutions de carrière impressionnantes, qu'elle était respectée par ses collègues, par ses supérieurs, etc. Mais à un moment donné, avec Leslie, on a fait le bilan, on a fait la balance, inconvénients et bénéfices. Et puis elle s'est rendue compte que oui, c'est vrai qu'il y avait ce bénéfice-là et elle y tenait. Et c'était sympa pour elle. Mais en même temps, l'inconvénient, c'est que elle minimisait tellement ses réussites qu'en fait, elle se sentait complètement vide. Elle commençait à être en dépression parce que quoi qu'elle fasse, quelles que soient ses réussites, elle ne les savourait pas. Et puis sa santé commençait à se détériorer à vue d'œil. Et pire que ça en fait, sa dévalorisation était tellement ancrée en elle que le pas assez bien, cette étiquette-là de pas assez bien, venait se coller à tout ce qui lui appartenait. Ça veut dire, dès qu'elle affectionnait quelque chose ou quelqu'un, dès qu'elle réussissait à obtenir quelque chose dans sa vie, eh bien cette chose prenait l'étiquette de pas assez bien. Par exemple, pour elle, sa vie n'était jamais assez bien. Ses choix non plus n'étaient jamais assez bien. L'appartement où elle vivait, la façon dont elle avait décoré, c'était forcément nul. Et puis, au bout d'un moment, quand elle a rencontré un partenaire qui était très bien pour elle, eh bien, au début, c'était génial, mais dès que la relation était acquise, eh bien, la relation n'était plus assez bien. Donc, elle dévalorisait systématiquement tout ce qui lui appartenait parce que, justement, c'était l'inconvénient, le coût caché du fait de garder ce sentiment d'infériorité. Donc maintenant, à toi de jouer. Remémore-toi toi aussi. Donc on va faire l'exercice pour que toi aussi tu puisses repérer ton cercle vicieux et comment ça se manifeste. Alors si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre la Happy Heart School pour justement faire cet exercice et puis tu seras guidé là-dedans de façon un peu plus approfondie. Mais tu peux déjà le faire rien qu'en m'écoutant là maintenant. Donc tu peux te remémorer 3 événements récents par écrit. Donc remémore-toi 3 événements récents et conscientise le cercle vicieux d'infériorité qui s'est activé à chaque fois. Donc la question que tu vas te poser, c'est tu vas reprendre l'exemple de Leslie, tu vas te dire, ok, pour moi dans cette situation, quelle a été la croyance centrale? Comment est-ce que j'ai anticipé anxieusement? Qu'est-ce que je craignais, le scénario catastrophe que je craignais? La règle de conduite que j'adopte? La confirmation, comment ça se confirme justement, dans les 3 façons dont ça se confirme que je vous expliquais. Quel était le bénéfice caché justement de me sentir inférieure, et puis quel est le coût et l'inconvénient. Alors une 3e piste pour se libérer de ton complexe d'infériorité, c'est d'apprendre à repérer la voix critique. Parce qu'en fait, ton complexe d'infériorité et ce qui fait que tu te sens inférieur, ce sont des pensées que tu as à l'intérieur de ta tête, ce sont des choses que tu te dis. Et tant que tu ne les isoles pas, tant que tu ne les repères pas, que tu ne les isoles pas, tant que tu ne mets pas une voix sur ces éléments critiques, tu ne vas pas pouvoir t'en détacher. Donc la voix critique, ce sont toutes ces choses que tu te dis à toi-même et que tu n'oserais peut-être même pas dire à quelqu'un que tu aimes et que tu respectes vraiment. Donc souvent la voix critique, c'est une voix qui représente une sorte de pensée violente envers soi-même, contre soi-même. Ce sont des pensées destructrices, des pensées qui nous rabaissent. Et très 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 souvent, ce sont
des injonctions qu'on a reçues enfant et qu'on a internalisées. Alors on les a internalisées quelque part comme une forme d'amour, comme une forme d'affection. Et on a appris à démontrer son affection envers soi-même, à se protéger soi-même de façon violente. Donc sache-le, à chaque fois que tu te sens mal, à chaque fois que tu culpabilises, à chaque fois que tu as honte de toi-même, à chaque fois que tu as le moral en fait qui baisse, c'est dû à un dialogue intérieur. C'est que ton dialogue intérieur ne te fait pas du bien. C'est comme si en fait tu habitais à l'intérieur de toi avec ton pire ennemi. Et ça c'est vraiment horrible parce que ça te bouffe, mais tu ne sais même pas d'où vient le mal. Donc repère en fait cette voix critique, donne-lui, personnifie-la en fait sous forme d'un personnage fictif, d'un animal, je sais pas, d'un monstre ou ce que tu veux, mais donne-lui une image, tu vois, pour que tu puisses t'en détacher. Voilà. Alors du coup, l'exercice par rapport à ça, c'est d'apprendre à repérer ta voix critique et peut-être aussi d'écrire l'idéal auquel tu te compares noir sur blanc. C'est-à-dire, ok, tu te compares à une personne idéalisée. De toute façon, tu vois, que ce soit une personne réelle ou l'idéal de toi-même, tu te compares toujours à une personne qui est idéalisée, à quelque chose que tu observes de l'extérieur, mais que tu vois pas de l'intérieur. Donc en fait, écris cet idéal-là. Note par écrit cet idéal auquel tu aspires, ok Note tout ce que tu voudrais faire, être, etc. Et puis, transforme quelque part cet idéal-là en un plan d'action réaliste, tu vois. Tu vois, dis-toi que cet idéal de toi-même, c'est quelque chose c'est un voyage, c'est une destination. Tu vois, c'est une façon d'être, c'est un processus. Et du coup, il y a une grande différence. Et à partir de là, tu vas plus viser la perfection, mais tu vas viser le perfectionnement. Et ça, c'est pas du tout pareil. Quand tu vises la perfection, tu exiges de toi-même d'être parfait tout de suite, ici et maintenant, et tu tapes dessus sévèrement si tu ne l'es pas. Viser la perfection, ça veut dire être engagé dans un processus, dans un voyage avec toi-même. Dans une démarche où tu révèles ton potentiel. Et ça, c'est complètement différent parce que quand tu révèles ton potentiel de cette façon-là, en fait, c'est comme voyager. Quand tu voyages, tu as envie d'être dans un cadre agréable, tu as envie d'être bien entouré, tu as envie de passer du bon temps tout en découvrant des choses, tout en apprenant des choses. Eh bien, c'est la même chose avec le fait de te révéler toi-même. Donc, il n'y a rien de mal à avoir un idéal de soi. Il n'y a rien de mal à avoir une carte de route, à regarder l'horizon, ok ? Mais tout est dans le mindset. Donc, il y a un processus de perfectionnement. Donc, vise ce processus de perfectionnement. Et puis, la dernière piste, c'est de pratiquer l'autocompassion. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors, l'autocompassion, c'est quoi ? C'est un petit peu, c'est l'antidote, en fait, de la voix critique. L'autocompassion, c'est de te regarder de l'extérieur, de te regarder justement, non pas à l'intérieur de toi-même en te jugeant sévèrement et machin, mais de reconnaître ta propre souffrance. Tu vois, de reconnaître que tu es injuste avec toi-même. De reconnaître que tu ne traiterais pas quelqu'un d'extérieur comme ça. De reconnaître que peut-être que tu as manqué de bienveillance envers toi-même, mais attention, ne le fais pas dans le but de te taper encore plus dessus, de te dire méchant moi, j'ai pas été bien avec moi-même, quoi. Non. L'idée, c'est juste de reconnaître ta souffrance. Donc en général, ce que tu peux faire, je le fais souvent avec les mains, en fait, le fait de... j'aime bien revenir souvent à mon corps parce que je suis très souvent déconnectée de mon corps, et j'aime bien revenir à mon corps, garder une main là-dessus, tu vois, garder une main sur... au niveau de ton cœur et t'envoyer de l'amour. Tu vois, ressentir de l'amour et t'envelopper d'un sentiment de bienveillance. Et
la compassion, il y a toujours dans la compassion la reconnaissance de la souffrance, la reconnaissance de la personne en tant que personne, la reconnaissance des limites aussi en tant que personne, qu'on peut pas, on n'est pas tenu d'être parfait, on a le droit d'exister, et donc de reconnaître justement la souffrance qu'on peut endurer, peut-être la difficulté à s'aimer soi-même, même reconnaître la difficulté à s'aimer soi-même, c'est une forme de compassion, d'autocompassion. Donc tu peux reconnaître ça, et en même temps, l'autre ingrédient de l'autocompassion, c'est avoir la volonté de s'aider soi-même. La volonté de s'aider soi-même. On reconnaît sa souffrance et on a envie de s'aider soi-même. On a cette volonté d'être bienveillant envers soi-même. Et tout ça, en fait, c'est tout simplement une habitude. C'est une progression. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce que je voulais te partager dans cet audio/vidéo. Voilà, j'espère que tu l'as apprécié. Et sache encore une fois que tout ce que je partage dans cette chaîne et notamment dans cette vidéo en fait fait partie des éléments fondamentaux de la Happy Heart School. Donc là, ces éléments et ces pistes-là, on les voit en particulier dans la phase 1 et puis dans la phase 4 de la Happy Heart School. Et si tu veux découvrir ce qui se fait dans la Happy Heart School, le parcours, comment c'est fait pour guérir tes blessures pas à pas, comment je t'accompagne pour développer l'amour de soi, pour t'épanouir dans tes relations, dans ta relation à l'amour, et je t'invite vivement à aller regarder la Happy Heart School. C'est la dernière semaine en fait pour pouvoir rejoindre la Happy Heart School en tant que membre fondateur. Et il y a pas mal d'avantages et de bonus justement à être membre fondateur de la Happy Heart School. Donc si c'est le bon moment pour toi, si tu le sens, tu peux découvrir ce parcours juste en dessous de la vidéo. Voilà. Donc je te remercie encore une fois pour ton attention. N'hésite pas à partager cet audio, vidéo avec d'autres personnes si tu penses que ça peut les aider. Et si tu as apprécié la vidéo, fais-le moi savoir en t'abonnant, en cliquant sur le bouton j'aime et en me laissant un commentaire pour me dire comment ça résonne pour toi. Voilà, en attendant de se reparler, je te remercie, je te dis à très vite, prends soin de toi et souviens-toi, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.